Donc Olivier Yesbé, il est chargé de mission Astre d'Or Loire-Bretagne, si tu veux venir, Olivier. Et puis Marc-Antoine Canezan, directeur scientifique et technique d'Astre d'Or Seine-Manche. Donc là, ils vont nous parler plus de la diversification des activités en horticulture. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre que l'ornemental? Les travaux menés par la station sur les itinéraires de culture, donc ça va quand même, ce qui est toujours la force de l'Institut, hein, c'est de mêler à la fois la recherche fondamentale et le lien direct avec les producteurs horticoles. Voilà, donc à vous la parole. Donc, avec Marc-Antoine, on va vous présenter des projets qui ont été menés sur les sites d'Astre d'Or Seine-Manche et du CDHR Centre Val-de-Loire. On a travaillé sur la diversification des activités en horticulture ornementale avec un focus sur la production de plantes d'intérêt industriel. Alors, un petit sommaire rapide pour vous présenter le suivi de notre présentation. Donc, dans un premier temps, on va mettre en avant quels sont les intérêts pour la profession et pour les industriels, quels sont leurs intérêts de faire une diversification d'activités et de produire des plantes d'intérêt industriel. Ensuite, on vous expliquera quelle démarche on a choisi pour choisir justement l'espèce d'intérêt. Et ensuite, on vous montrera à travers des exemples si la production d'espèces d'intérêt industriel est possible. Alors, donc, qu'est-ce qui a amené nos deux stations à travailler sur le sujet et sur la production de plantes d'intérêt industriel et la diversification des activités? C'est tout d'abord le contexte économique difficile auquel fait face la production. Voilà, il y a une forte concurrence à l'échelle française et à l'échelle européenne. Donc voilà, les contextes économiques difficiles et compliqués pour les entreprises, et il y a une nécessité de se démarquer face à la concurrence. Autre constat initial, il y a une sous-utilisation des surfaces et des outils horticoles à certaines périodes de l'année. Il y a des périodes de l'année qui sont plus ou moins marquées pour les productions horticoles. Et donc voilà, à certaines périodes de l'année, les outils de production sont sous-utilisés et donc les savoir-faire également. Et face à ces deux constats, il y a également le constat qui est fait d'une existence d'une diversité biologique dans la nature qui est non exploitée, aussi bien au niveau des espèces horticoles que des espèces endémiques. Alors, quel peut être l'intérêt pour la profession de diversifier ses activités et de produire des plantes d'intérêt industriel? Le premier d'entre eux, c'est la valorisation des surfaces. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la production horticole est marquée par deux pics d'activité dans l'année, et ça induit le fait que les surfaces de production sont vides, principalement en été. Ensuite, il y a eu une enquête qui a été faite auprès des adhérents du CDHR en 2012, et le retour de cette enquête a montré le souhait des professionnels de valoriser ces surfaces hors de production horticole. Donc il y a différentes possibilités qui ont été émises pour valoriser ces surfaces, et il en est ressorti que la production de plantes d'intérêt industriel pouvait être une voie de valorisation de ces équipements. Alors, un autre intérêt pour la profession, en plus de la valorisation des surfaces et des infrastructures, c'est valoriser leurs compétences et leur savoir-faire. Donc, comme ça a été montré ce matin, on est en recherche d'un clean label. Voilà, les industriels sont à la recherche de cultures qui soient raisonnées avec le minimum d'intrants phytosanitaires, et ça c'est possible par la culture au sein de systèmes serres, des systèmes contrôlés, voilà, avec l'application de PBI, d'insectes auxiliaires. Le système serre, la production d'espèces d'intérêt au sein du système serre permet également de bénéficier d'un contrôle de l'irrigation et de la fertilisation, voilà, de bénéficier de systèmes de recyclage. Donc ça permet d'avoir zéro rejet vers l'extérieur, et c'est quelque chose qui est fortement aussi recherché par les industriels. Le fait qu'il y ait peu d'émissions vers l'extérieur, ça c'est quelque chose qui est fortement recherché. Et donc le système serre permet de faire des apports optimisés pour chaque espèce d'intérêt industriel qui peut être produite. Dernier point, le fait d'être en serre, ça permet de contrôler le climat
Et donc, en fonction de la plante d'intérêt que vous souhaitez cultiver, il est possible d'appliquer les conditions optimales pour le développement de la plante, avec des conditions, régler la température, les ouvrants, l'humidité, toutes sortes de paramètres climatiques. Donc voilà, l'intérêt pour la profession, c'est vraiment de diversifier ses activités dans un contexte économique qu'on a vu assez difficile, où il est vraiment nécessaire de se démarquer par rapport aux concurrents. Donc cela passe par la recherche de nouveaux marchés. L'idée, c'est de faire on en a parlé également ce matin, que ce soit des productions qui soient à haute valeur ajoutée et qui permettent aux producteurs d'avoir un revenu complémentaire. Il s'agit en aucun cas d'en faire une activité principale. Là, l'idée, c'était vraiment que ça permette à la profession d'avoir un revenu complémentaire. Donc ensuite, on passe aux intérêts pour les industriels. Alors tout d'abord, qui sont ces industriels potentiels ? Les firmes sont multiples et ces programmes en fait, que l'on mène visent notamment à se rattacher des firmes, notamment des entreprises de la cosmétique, des entreprises, des entreprises pharmaceutiques, tout ce qui est lié à l'alimentaire ou l'agroalimentaire, les entreprises également qui travaillent sur les biomatériaux, etc. Donc voilà, ce sont toutes ces entreprises potentielles qui peuvent être ciblées, en tout cas pour ce genre de projet et pour ce genre de plantes d'intérêt potentiel pour justement les producteurs. Donc il existe aujourd'hui une chaîne qui est déjà bien existante, à savoir effectivement le premier maillon, donc les producteurs de plants qui peuvent justement proposer cette matière vivante, et qui peut être ensuite donc préparée, notamment par des intermédiaires qui vont pouvoir sécher et préparer ce matériel végétal. Ensuite, des entreprises qui pourront extraire ces molécules d'intérêt, et donc l'industriel pourra ensuite lui le conditionner, le préparer et donc pouvoir le commercialiser. Donc en termes de traçabilité, de proximité et d'image, effectivement la production qui est faite aujourd'hui dans les entreprises qui produisent justement des végétaux, eh bien, il y a d'abord la possibilité d'avoir des entreprises qui ont notamment des labels, en tout cas une certaine valorisation de la qualité avec des labels qui existent, notamment pour produire avec un impact environnemental plutôt faible. Donc ça, c'est quelque chose qui peut intéresser évidemment les industriels. La traçabilité, notamment avec la production locale, le fait de pouvoir justement aller récupérer d'un point de vue local cette biomasse. Effectivement, en plus, c'est plutôt intéressant par rapport à la difficulté aujourd'hui que les industriels ont par rapport justement l'établissement du protocole de Nagoya, où là, justement, avec cette production locale, on ne sera pas contraint avec ce protocole, puisqu'aujourd'hui, des industriels qui veulent, par exemple, récupérer du matériel végétal à l'étranger, sont soumis à ce protocole, puisque celui-ci sous-entend que notamment que la biodiversité du pays, elle appartient concrètement à sa richesse et à la richesse du pays. Et donc c'est plus difficile aujourd'hui pour une firme d'aller à l'étranger pour récupérer du matériel végétal. Donc la production, notamment locale, est intéressante en ce cas, quoi. Et puis, comme le disait tout à l'heure Olivier, l'outil serre en lui-même, il est adapté pour produire un peu tout ce qu'on veut, avec justement un système plutôt bien établi pour pouvoir arriver à obtenir tout type de végétaux. Alors, après vous avoir présenté les intérêts pour les professionnels et pour les industriels, on va maintenant vous présenter comment s'est effectué le choix pour nous des plantes à cultiver. On a eu deux approches qui ont été différentes mais complémentaires entre Astrédor Seine-Manche et le CDHR Centre-Val de Loire. Donc, quelle a été l'approche Astrédor Loire-Bretagne, CDHR Centre-Val de Loire? En fait, nous, l'idée, c'était d'évaluer l'intérêt des outils horticoles pour vérifier si c'était possible de produire des plantes d'intérêt industriel. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des plantes modèles dont l'intérêt industriel était déjà reconnu et on les a mises en culture au sein du système serre. En comparaison, on le verra tout à l'heure avec des références
en pleine terre. Mais voilà, nous, notre objectif, c'était vraiment d'évaluer l'intérêt des outils horticoles dont disposaient les professionnels pour produire ces plantes d'intérêt industriel. Donc pour ça, on a retenu 2 espèces, le Coleus forscoli et Artemisia annua, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, nous concernant, Astroder Seine-Manche, on s'est également intéressé donc, à cette thématique-là, donc à partir de 2015-2016. Et on a eu effectivement, comme l'a dit Olivier, une autre stratégie pour pas voilà, avoir la même manière de travailler et pour essayer d'envisager d'attaquer ce sujet par un autre axe. On a voulu travailler sur un sourcing végétal. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de modèles qui nous ont été proposés. On est parti du potentiel, on va dire, horticole, et notamment de la gamme importante horticole qui pouvait potentiellement nous intéresser. Donc on a, en 2015-2016, un premier travail plutôt bibliographique a été fait. Donc comment il a été fait ce travail-là? En fait, on a fait un travail de recherche bibliographique croisé entre les genres, on va dire les espèces principales cultivées en horticulture et des recherches sur sur des recherches bibliographiques, sur des plateformes de recherche bibliographique telles que Science Direct ou PubMed, afin de croiser déjà quelles espèces horticoles avaient déjà été travaillées, dans quelles espèces on retrouvait des métabolites secondaires d'intérêt et potentiellement quels métabolites pouvaient avoir quels effets. Donc voilà un petit peu ce travail qui a été fait en 2015-2016. Donc évidemment, suite à ce travail bibliographique, on a obtenu une sorte de catalogue. Donc je vais vous le présenter de manière assez rapide pour pas que justement que le poids du catalogue soit trop lourd pour vous. Malgré tout, ce sont des fiches voilà, qui vous sont présentées. Je vais aller dessus assez vite pour pas que ce soit trop lourd pour vous. Donc tout d'abord, les premières espèces qu'on a identifiées comme étant potentiellement intéressantes, ce sont des plantes de la famille des Astéracées, ce sont toutes les achillées. Donc achillée milfolium, Philopendula, Ptarmica, etc. Donc ces espèces-là, ces plantes-là, elles sont reconnues pour avoir notamment des composés phénoliques intéressants, avec des propriétés notamment utilisées en pharmaco, en cosméto, ou des propriétés également antiparasitaires. Ensuite, on a des plantes de la famille des Crassulacées et des Euphorbiacées qui ont montré dans la biblio, dans la littérature scientifique, des intérêts potentiels, donc notamment des sédums et des euphorbes. Donc, où là, on a mis en avant, c'est plutôt les huiles essentielles. Donc ici, pas forcément des composés spécifiques identifiés, mais en tout cas les huiles essentielles de ces plantes-là ont mis en avant des propriétés notamment antibactériennes, antifongiques, antitumorales et insecticides, notamment pour le l'euphorbe. Donc ça, ce sont des spécificités qui ont été retrouvées dans ces genres-là. Ensuite, on a des plantes de la famille des Clusiacées, avec notamment ici des Hypericum. Donc, ceux-là, ils sont assez connus également dans la littérature scientifique, comme ayant principalement ici des flavonoïdes. Donc, ce sont des molécules d'intérêt qui sont notamment utilisées dans l'industrie pharmaceutique. On a ensuite des Lamiacées, donc ici notamment des Nepeta, qui sont connus ici pour avoir des activités antimicrobiennes et herbicides, également antibactériennes et antifongiques en fonction des espèces. Et ici, en termes de molécules d'intérêt, on a des molécules de la famille des flavonoïdes principalement. Ensuite, dans les Lamiacées, donc, on a trouvé pas mal d'informations sur toutes les sauges. Donc ici, Salvia, Transylvania et Argentea, avec des propriétés utilisées en pharmacopée, notamment des propriétés antioxydantes. Et ici, ce sont principalement des composés phénoliques et également des terpènes. On passe maintenant aux Malvacées et aux Ranunculacées, donc Delphinium et Malva sylvestris. Donc ici, des propriétés en termes de pharmacopée et de cosmétiques, avec différents polysaccharides qui sont utilisés, ou également des polyphénols. Pour Delphinium, les molécules n'étaient pas citées dans la littérature. On passe maintenant à une grande famille bien connue, notamment dans la pharmacopée, donc toute la famille des Papaveracées,
là où on a beaucoup de propriétés connues dans la pharmacopée, avec principalement le grand groupe des alcaloïdes. Donc là, on a plein de choses et très, très puissantes qui sont utilisées. Donc nous, ici, on a travaillé sur papaver oriental et nudicol, voilà, puisque l'espèce papaver somniferum avait déjà été bien connue et bien identifiée. À nouveau des renonculacées, donc ici pulsatilla et aconite, donc avec des propriétés pharmaceutiques et antibactériennes, avec principalement des composés phénoliques et des flavonoïdes qui sont à l'intérieur de ces espèces-là. Des solanacées et des rosacées, donc ici un physalis et une Alchimia mollis, pardon. Donc ici des propriétés utilisées notamment antioxydantes, utilisées en pharmacopée, avec notamment en composition des composés phénoliques et des flavonoïdes. Et enfin, je crois que c'est la dernière, donc dans la famille des Scrofulariacées, avec des propriétés notamment pharmaceutiques, et en termes de molécules d'intérêt, ici des iridoïdes et des cardénolides. C'était bien la dernière. Juste pour faire la petite transition, en fait, vous voyez, on a obtenu pas mal de choses, et tout ça pour dire que, voilà, donc je vais ensuite laisser la parole à Olivier qui va présenter les modèles. Et nous, donc en fait, pour Olivier, ces modèles lui étaient proposés, et nous, en fait, on a fait un choix arbitraire en fonction des partenaires qu'on avait dans nos projets précédents pour choisir également nos deux modèles. Okay, donc pour la partie Astrédor Loire-Bretagne, site CDHR Centre, les deux plantes modèles qu'on a choisies, qui nous ont été proposées, c'est en premier lieu le Coleus forscoli, qui est une plante originaire d'Inde et qui produit dans ses parties racinaires de la forscoline. Donc ça, c'est un métabolite secondaire qui est utilisé dans les industries cosmétiques principalement. Et la deuxième plante modèle, c'est Artemisia annua, donc l'armoise, qui est une plante originaire de Chine et qui produit dans ses parties aériennes l'artémisinine, qui est un composé antipaludique. Tu veux présenter Et donc, comme je vous le disais, donc nous, on a choisi les espèces par rapport au sourcing qui a été fait précédemment. Donc là, c'est dans le cadre d'un nouveau projet, finalement, qui avait commencé maintenant il y a 2 ans et demi. Donc on a travaillé sur deux modèles, l'Achiae milfolium et le papaver nudicol. Donc nous, on n'avait pas encore de molécules bien identifiées. Donc on savait juste qu'on avait pour l'Achiae des molécules de la famille des molignols par rapport à la littérature, et qu'on aurait des différents alcaloïdes dans le pavot. Ok, donc après on s'est posé, une fois qu'on avait choisi ces plantes modèles, on s'est posé tout un type de questions, et la première d'entre elles, c'était déjà de savoir est-ce qu'on peut les cultiver sous nos latitudes. C'est des plantes du coup qui sont cultivées à l'étranger, et donc on a voulu savoir est-ce que c'est possible de les cultiver en France, et est-ce que c'est possible de les cultiver au sein des outils de production, sous serre. Donc, on a utilisé différents itinéraires de culture sous serre. Et donc, pour la partie CDHR Centre, on avait quand même une référence qui était une culture de pleine terre. Voilà, comme ça, on avait un comparatif. Donc, sur la photo de gauche, vous pouvez voir l'armoise en pleine terre. Ensuite, les itinéraires, donc on a utilisé des itinéraires hors sol sous serre, hydroponie, donc il y a une photo là, donc ça c'est le Coleus forscoli en aéroponie, donc vous pouvez voir le type de racine qui est développé par la plante, donc la partie d'intérêt. Et donc ça c'est des systèmes d'hydroponie qui ont été mis en place à Astrédor Seine-Manche. Autre itinéraire de culture évalué, donc sous LED. Donc là, il y a un petit peu une différence entre les sites, entre Astrédor Seine-Manche et le CDHR Centre. Pour la partie Astrédor Seine-Manche, les LED étaient directement impliqués, enfin mis en avant dans l'itinéraire cultural, alors que pour la partie CDHR, c'est venu qu'en fin de questionnement, en fin de programme, où là, nous, on appliquait des LED pour éliciter et voir si on pouvait optimiser la production de métabolites secondaires. Mais dans un premier temps, on n'a pas appliqué de LED. Ce n'était pas compris dans notre itinéraire cultural. Ensuite,
itinéraire culturel sous film photoluminescent. Donc ça, c'est pour Astrédor Seine-Manche. Et hors sol sous servère. Donc là, vous pouvez voir un exemple Artemisia annua. Alors, donc, peut-on les cultiver? Donc là, ces graphes vont vous apporter une partie de la réponse. Sur le graphe de gauche, vous pouvez voir le poids sec moyen des parties racinaires de Coleus forscoli. Donc là, on voit que c'est l'itinéraire sous servère en aéroponie qui permet d'avoir la plus forte production de biomasse de parties racinaires. Donc on est 1,5 fois supérieur à l'itinéraire de pleine terre. Et on voit que pour les cultures en conteneur, le poids sec moyen est bien inférieur. Ça peut s'expliquer par le fait que le développement racinaire est limité dans les conteneurs. Donc voilà. L'avantage de l'aéroponie par rapport à la pleine terre, c'est que donc, la partie d'intérêt, c'est les racines, donc il faut aller les chercher. En aéroponie, c'est bien plus simple qu'en pleine terre où il faut sortir la bêche, arracher le plant sans abîmer les racines. Et puis après, il y a toute une étape de nettoyage aussi qu'on n'a pas en aéroponie. Donc voilà, pour le Coleus, c'est possible sous servère. Avec ce système de culture, c'est ce système de culture en aéroponie qui permet d'obtenir la plus forte biomasse. Et pour Artemisia annua, on voit que globalement la culture en conteneur sous servère permet d'obtenir autant de biomasse des parties aériennes qu'en pleine terre. Donc voilà, la réponse à la question, c'est oui, la culture est possible en hors-sol sous nos latitudes. Alors ensuite, concernant donc nos deux modèles pour Seine-Manche, donc l'Achille mulfolium et Papaver nudicole, on a, nous, dès le début du programme, essayé de tout de suite travailler différents systèmes de culture. Donc voilà, on a fait un petit gradient, parce qu'ici, je vous montre que nos deux modèles, mais en fait, dans le programme, il y avait également d'autres espèces, et voilà, où ça ne fonctionnait absolument pas, etc. Mais principalement ici, en tout cas, ces deux espèces-là, donc le pavot et l'Achillée. Donc vous voyez, vous avez un petit dégradé de couleur où en gros, plus on va vers le bleu, plus l'espèce est adaptée à son système de culture, plus on va vers le jaune, moins la plante l'est, quoi. Au-delà de ça, donc, ce qu'on a obtenu, c'est que sous LED, sous film et dans l'itinéraire classique, on a eu des plantes, en tout cas esthétiquement, assez classiques et pour lesquelles on n'a pas observé de stress particulier. En système hydroponie, culture verticale ou en NFT, en hydroponie également, disons, mais on a eu des fois, notamment pour le pavot, un peu plus de difficultés. En tout cas, en l'occurrence, des plantes qui des fois montraient plus de stress, plus de signes de difficultés pour la croissance. Bon, après, ça c'est une notion à prendre en compte dans le sens de la croissance, mais on sait aussi que pour avoir un rendement en molécules important, il peut être souvent nécessaire de pouvoir stresser. Donc le fait ici de voir que la croissance était en tout cas un peu plus difficile ne veut pas dire que les rendements en molécules seront altérés. Alors, ensuite, la deuxième question qu'on s'est posée, après savoir si c'était une fois qu'on avait réussi à montrer qu'il était possible de les cultiver sous servère, c'est est-ce qu'il y a production du métabolite secondaire d'intérêt également sous nos latitudes. Donc là, ce qu'on a fait, on a envoyé des échantillons à un laboratoire et puis qui nous a fait les analyses. Donc sur les graphes, là, vous pouvez à gauche la teneur moyenne en forscoline dans les parties racinaires de Coleus. Donc ça, c'est une teneur en pourcentage de poids sec. Donc là, on voit que c'est le système de pleine terre qui permet de retrouver la plus forte teneur en forscoline. Ça peut potentiellement s'expliquer par le fait qu'il y a une résistance à l'élongation racinaire et donc ça permet une accumulation du métabolite secondaire plus importante que dans des systèmes en aéroponie ou en conteneur où la résistance à la pousse est plus faible. Donc voilà, on voit que c'est le système aéroponie qui permet d'obtenir, qui entraîne la plus faible teneur en forscoline, en pourcentage de poids sec. Et donc après, on s'est demandé quel était le rendement dans les parties racinaires. Donc en fait, on a là une teneur, une concentration en milligrammes par plante. Et donc là, on peut voir que le système d'aéroponie
fait mieux que les systèmes en conteneur précédemment, parce qu'il y a une plus forte production de biomasse. Ça reste toutefois inférieur à l'itinéraire de culture en pleine terre, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a toute une étape, on n'a pas la récolte est bien plus simple. Il n'y a pas toute cette étape de nettoyage des racines et d'arrachage des plants. Donc ça permet d'utiliser moins de main-d'œuvre. Donc voilà, donc pour le Coleus Force Collie, il est possible on retrouve les métabolites sous nos latitudes. Voilà. Ensuite, on s'est posé la même question pour Artemisia annua. Donc là, pareil, on compare la teneur en pourcentage de poids sec par rapport à un itinéraire en pleine terre. Donc là, on peut voir que les itinéraires en hors sol avec substrat ou autre support de culture permettent d'avoir globalement un petit peu plus de teneur en artémisinine que pour l'itinéraire de pleine terre. Et après, on a également regardé le rendement moyen, donc là qui est fonction aussi de la biomasse récoltée. Et là, on voit qu'il est possible d'avoir, selon l'itinéraire de culture, plus de rendement en artémisinine que l'itinéraire de culture en pleine terre. Donc voilà, donc pour répondre à la question, production de métabolites sous servère en France, possible pour les deux espèces modèles utilisées au CDHR Centre-Val de Loire. Alors concernant les deux modèles de Seine-Manche, donc l'Aquilée et le pavot, là nous on ne savait pas forcément quelle molécule chercher. On avait par la littérature obtenu principalement des listes de types de molécules qu'on pourrait retrouver, mais on ne savait pas encore lesquelles. Donc la première étape pour nous, c'est ce que je vais vous présenter là, donc c'est des graphes en tout cas c'est des chromatogrammes qui peuvent vous paraître un petit peu difficiles, mais vous allez voir c'est assez simple à expliquer. Il a fallu qu'on fasse nous le profil métabolique du pavot et de l'Aquilée. En gros, vous avez 2 chromatogrammes par espèce, un représentant en gros le profil métabolique de l'Aquilée, partie aérienne, l'autre pour la partie racinaire, et la même chose pour le pavot. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 chromatogrammes. Sur chaque chromatogramme, vous voyez des pics. Chaque pic, c'est une molécule. Donc d'abord, on a fait ça pour nos deux modèles. Donc on a nos 4 chromatogrammes avec toutes les molécules qui sortent ici sur chaque pic. La deuxième étape, c'était identifier ces pics. Donc ça, c'était le travail de notre partenaire, oui, donc que je n'ai pas encore cité, donc c'est l'Université de Tours qui était partenaire de ce programme-là. Donc ici, ils ont identifié un maximum de molécules sur les parties aériennes racinaires de nos deux espèces. Donc ici, j'ai fait un petit focus sur l'Aquilée. Donc voilà, on a trouvé principalement, ici au niveau de l'Aquilée, des molécules qui sont des dérivés, ou en tout cas la molécule proche de tout ce qui est les acides caféolkiniques. Donc ce sont des molécules qui sont assez intéressantes, qu'on avait déjà repérées dans la littérature précédemment. Donc voilà, il y a toutes ces molécules qui ont été identifiées. Donc on en a identifié certains dans les racines, certains dans les parties aériennes et d'autres dans les fleurs. Donc on a en tout, on va dire principalement 8 composés majoritaires pour ici l'Aquilée. Un petit peu de texte, mais à nouveau, je pense que c'est des exemples qui sont concrets, qui peuvent vous parler. Après ces chromatogrammes peut-être un peu complexes. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce que ça nous a donné vraiment comme information concrète, ces analyses de profil métabolique, de profil métabolique, pardon. Donc le premier paragraphe, ça concerne le pavot. En gros, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le pavot? Bon, ça, on s'y attendait, des alcaloïdes. Si on prend le pavot qui est le plus étudié, c'est le pavot somniferum. C'est dans celui-ci notamment qu'on va retrouver l'opium. Donc voilà, ça parle à tous. Il va y avoir également des molécules telles que la codéine, la morphine. Voilà, tout ça, finalement, ce sont des dérivés, des alcaloïdes que nous, on a retrouvés également dans notre pavot modèle. Donc on a des alcaloïdes, certainement très puissants, etc., qui sont, voilà, et on sait que ces alcaloïdes-là, ils peuvent être utilisés par la pharmacopée, etc. Donc c'est un bon modèle qu'on a eu pour le pavot nudicole. Le deuxième, donc le profil du métabolique de l'Aquilée, on a retrouvé ici plutôt des métabolites de la voie des molignols.
Donc ici, on a plutôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les caféolkinates et les dicaféolkinates, toutes ces voies-là. Donc ce sont des molécules également plutôt intéressantes et bien étudiées en pharmacopée, puisque notamment, certains sont, ils sont utilisés en tant qu'antioxydants, mais également en traitement contre l'haltérosclérose. Donc voilà, donc ce sont des molécules très puissantes qu'on retrouve dans nos deux modèles. Donc voilà, donc c'était l'étape supplémentaire, le sourcing, choisir deux plantes et voir qu'on retrouve avec nos systèmes de production des molécules qui sont puissantes et d'intérêt pour justement des industriels. Donc ici, nous, c'était la réponse à cette première étape. Ensuite, après avoir répondu à la première question, on s'est dit est-ce que le système SER peut nous permettre d'optimiser et d'augmenter la production de métabolites secondaires, de métabolites d'intérêt. Donc, ce qu'on a fait, nous, à Astrader Loire-Bretagne, au site CDHR Centre Val-de-Loire, on a appliqué donc, différents types de stress. Là, je vous montre un résultat pour Artemisia annua où on a appliqué un stress salin. Et en fait, on peut voir que l'application du stress salin pour toutes les dates de récolte, donc il y a différentes dates, et pour tous les itinéraires de culture, le stress salin permet d'augmenter la teneur en artémisinine dans les parties aériennes. Donc voilà, donc on appliquait un stress salin en fin de culture à 4 grammes par litre par l'irrigation. Et pour le Coleus Force Coli, on a appliqué un stress lumineux, on a appliqué des LED avec un spectre à 80% de rouge, 20% de bleu, 90 micromoles. Et donc ça a permis d'augmenter le rendement en force colline par 2. Donc voilà, le système SER permet d'optimiser la production de métabolites d'intérêt et l'élicitation est possible. Alors, à nouveau, une petite diapo avec beaucoup d'informations. Mais finalement, cette seule diapo, elle est capable de regrouper toutes nos analyses sur une seule espèce. Donc ici, vous avez tous les résultats qui concernent nos analyses de l'achillée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans notre programme de recherche? On a comparé donc, 11 variétés d'achillée sur 6 itinéraires de culture. On a observé les composés en molécules dans 3 organes sur 2 années. On a vu tout à l'heure qu'on avait 8 molécules principales d'intérêt qui étaient observées là-dedans. Donc on a donc 9 variables métaboliques, parce que les 8 composés qu'on a observés, plus le total, qui nous sert à une autre référence. Donc on a donc les 9 variables métaboliques qui sont observées. Ça nous a fait donc 86 échantillons à envoyer, à analyser. Donc c'est beaucoup d'informations. Et donc ça veut dire qu'on a eu énormément de pics, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, à analyser sur les chromatogrammes. Donc, pour pouvoir observer tous ces résultats, donc on a choisi de les présenter là sous forme d'ACP. Vous avez celui en haut à droite, cet ACP-là, vous avez ici les 9 variables métaboliques. Ici, vous avez les 8 molécules, et un des points, c'est le total ici des 9 molécules. Donc vous voyez comment sont positionnés ces points concernant les 9 molécules. Donc en gros, à chaque fois que je vous présenterai un graphique, plus on est proche d'un point de vue géographique de ces points-là, plus on optimise le rendement, etc. Plus on va à l'opposé, moins le rendement est bon et plus c'est négatif, disons. Donc maintenant, si on compare donc, les premières analyses donc, à notre référence ici c'est l'effet organe. Vous avez donc ici, à chaque fois, donc, en rouge, en bleu et en vert, ce sont les 3 organes qui ont été analysés, donc tous les échantillons des 3 organes, les fleurs, les tiges, les racines. On voit bien clairement qu'on a des profils spécifiques aux organes, puisqu'on voit bien que les pointes se mélangent assez peu. Donc on a vraiment un effet organe, c'est-à-dire qu'on va retrouver certaines molécules dans les feuilles et plutôt d'autres, par exemple, dans les racines. Donc on a bien un effet organe. Le deuxième, la deuxième ACP ici qui est présentée, c'est justement tous nos itinéraires de culture. Donc ici, il y a beaucoup d'informations. Après avoir bien observé tous ces résultats, nous, ce qu'on a vu, et même ce qu'on a vu de manière statistique, c'est que grosso modo, tous les points qui sont, je ne sais pas si vous voyez bien, tous ceux qui sont violets sont plutôt sur la droite. Et finalement, c'est ce qu'on a vu dans les rendements. Donc à la droite, c'est la conduite sous LED. Donc on voit que, en tout cas, pour ici l'achillée, on a des rendements
pour ces molécules-là qui sont meilleures sous LED. On a des meilleurs rendements, une plus grosse production de ces molécules sous LED. Enfin, ici, la partie variétale. Donc, on a vu il y a assez peu d'effets variétal quant à la production de métabolites au sein de ces différentes variétés d'Achillée. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a malgré tout le Moonshine, qui est plutôt... ici, c'est le rouge un peu plus foncé. C'est statistiquement, alors c'est pas énorme, mais c'est celui qui potentiellement produit, en tout cas, il est un peu au-dessus des autres. Donc voilà, on a quand même un effet variétal. Donc voilà les résultats principaux, on l'a vu. Il y a un effet organe avec des variétés, avec des profils, enfin des molécules qui sont spécifiquement produites plutôt dans certains organes que d'autres. Il y a bien un effet itinéraire de culture où on voit clairement un effet positif des LED. Et je vous l'ai pas dit, d'ailleurs, c'est tous les verts ici, c'est tous les systèmes plutôt hydroponiques. Ici, ça a été plutôt négatif quant à la production de métabolites, en tout cas pour l'Achillée. Et puis d'un point de vue variétal, donc on n'a pas vraiment un effet variétal, malgré tout, on a quand même la variété Moonshine qui est un petit peu au-dessus du lot. Et un dernier ACP que je n'ai pas présenté, ça qui nous arrange bien, on n'a pas d'effet année, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, les résultats étaient cohérents et étaient reproductifs, quoi. La même chose maintenant concernant le pavot. Donc, comment on a procédé de la même manière. Donc, on a travaillé sur le pavot nudicole. Donc, on a travaillé sur ici 3 variétés, 6 itinéraires de culture, 3 organes. On a travaillé sur 2 années et on avait une 50aine d'échantillons. Donc, on a eu de nombreux pics à intégrer et à quantifier. Là, clairement, on voit aussi. Donc, vous voyez ici là toutes les molécules d'intérêt. Donc, on en a un petit peu plus. On en a je sais plus, 13 ou 14, je crois, qui sont présentées ici sur cet ACP-là. Clairement, ici, on voit bien un effet organe. Hein. Vous voyez, vous avez les parties racinaires en bleu et les parties aériennes en vert. Donc, on a clairement un effet organe avec des molécules qui sont différentes entre les deux. Et là, je dirais même qu'en plus de ça, principalement dans les parties aériennes, il y a plus de molécules que dans les racines, puisque systématiquement, là, vous voyez, toutes les bleues sont plutôt à gauche, quoi. Donc, d'un point de vue quantité, il n'y a pas que le nombre de molécules, il y a aussi leur quantité. Elle est plus importante dans les parties aériennes. Au niveau des itinéraires de culture, on a vraiment, contrairement à l'Achillée, comme quoi il y a une réponse qui est dépendante de l'espèce, on a cette fois-ci notre système hydroponie, c'est celui qui a proposé des meilleurs rendements en molécules. Donc voilà, donc en résultat, on a bien un effet organe, avec en plus de molécules dans la partie aérienne, un effet hydroponique, avec itinéraire de culture avec un effet positif de l'hydroponie, pas d'effet variétal, et on n'a pas eu d'effet d'année également. Donc voilà, pour terminer cet exposé, une petite conclusion perspective. Voilà, on a montré qu'à travers nos travaux que la culture de plantes d'intérêt industriel est possible en France, et on a bien mis en avant, en tout cas on a essayé de le faire, l'intérêt de l'outil horticole pour optimiser la production. Donc voilà, on a vu qu'au sein des systèmes horticoles, il était possible de produire l'espèce, d'avoir une production de métabolites, et l'intérêt également, c'est de pouvoir éliciter et d'augmenter la production du métabolite secondaire. Donc voilà, ce que vous avez pu voir aussi avec les résultats de Marc-Antoine, c'est que, et puis même avec ceux qu'on a eu au CDHR Centre, c'est qu'il n'existe pas une recette unique, un itinéraire unique pour la production de plantes d'intérêt industriel. Il faut vraiment avoir une approche au cas par cas, selon l'espèce d'intérêt. Ensuite, donc dans nos travaux, on n'a pas fait d'approche économique, donc ça c'est quelque chose qui reste encore à effectuer, pour déterminer l'impact économique entre un approvisionnement local et un approvisionnement étranger. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Tout à l'heure, juste avant l'intervention, on discutait avec la personne qui présentera un sujet après, j'ai oublié votre nom, désolé, mais qui nous disait aussi... Merci. Et qui nous disait qu'il n'y avait pas que l'impact économique, le coût de production, il y avait également, il fallait être regardant sur la qualité des métabolites secondaires produits, parce que justement, le système SER permet d'obtenir une pureté de la molécule d'intérêt et du métabolite plus importante que lorsqu'il est produit en pleine terre, en extérieur. Donc peut-être qu'il reviendra sur le sujet après. Et pour terminer, nous,
on a continué un petit peu sur cette thématique à Strador Loire-Bretagne, CDHR Centre. On a actuellement des travaux en cours où on travaille sur la culture hydroponique avec fertilisation organique. Donc, dans un premier temps, on essaye de caractériser les principaux paramètres qui influencent la minéralisation de l'azote organique. Et à terme, l'idée, c'est de produire des plantes d'intérêt industriel sur ces itinéraires. Voilà. Merci. Et j'ajouterais juste pour nous concernant pour Seine-Manche, on arrive également à la fin de notre programme de recherche et donc on a justement déposé, donc avec Monsieur Dorger notamment qui fera la présentation juste après, une demande de poursuite donc sur des fonds Région Europe, donc des fonds FEADER, pour pouvoir continuer ce programme et notamment travailler tout ce qui est le transfert à la fois avec des études un peu économiques, de qualité, de molécules, etc. Mais de transfert surtout chez des producteurs en l'occurrence, donc avec des productions chez des producteurs. Et puis là, avec le modèle que vous présentera ensuite Monsieur Dorger, de travailler également sur l'aspect justement économique et rentable de l'approche. Ok, merci beaucoup et le fait à tous les deux. de travailler en hydroponie organique, c'est qu'il y a une réelle demande des industriels de travailler avec, au sein de productions qui soient économes en intrants et d'essayer justement de se passer d'origine des engrais minéraux, des choses comme ça. Voilà. Merci, on peut les applaudir. Merci. C'était très bien. Restez là. Est-ce que c'est le moment des questions? On a 5-10 minutes pour échanger avec eux. Voilà, je vois déjà une main qui se lève. Laurent, merci beaucoup. Tu peux enlever le noir en fait. Il bug. Le quoi? Celui-là, le tien, il bug. Donne-le-moi. Non. Si. Allez, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît, comme ça, et vous présenter succinctement? Bien, merci beaucoup. Véronique Rossoff pour le Conservatoire méditerranéen partagé. Merci beaucoup pour votre présentation très complète et détaillée et intéressante. La finalité de votre recherche, si je comprends bien, c'est que ça puisse servir au développement de nouvelles filières et donc avec un transfert de ce savoir au niveau de producteurs ou en tout cas d'investisseurs privés qui souhaiteraient valoriser en fait votre travail et monter des filières économiques. C'est ce que je comprends de votre modèle. Vous avez évoqué en tout premier qu'un des critères de choix des espèces d'intérêt industriel, c'est de pouvoir, pardonnez-moi l'expression, bypasser le protocole de Nagoya. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris l'idée derrière, mais surtout, ce qui m'interroge, c'est que les deux espèces que vous avez mentionnées, l'une vient d'Inde, l'autre vient de Chine. Ces deux pays sont signataires du protocole de Nagoya. À ma connaissance, et je pense avoir une connaissance assez poussée du sujet, on est en plein dans le protocole de Nagoya. Donc, même si vos recherches ont lieu en France, et même si vous aviez déjà les spécimens dans vos laboratoires. Donc j'aurais aimé savoir quelle était la certitude juridique que vous apportiez et qui est nécessaire pour avoir un bon transfert au niveau industriel sur ces deux projets. Merci. Alors, merci de votre question. Pour répondre au protocole de Nagoya, en fait, nous, c'est des espèces qu'on a choisies, c'est juste des espèces modèles. C'était dans une approche d'évaluer l'intérêt de l'outil horticole, des systèmes serres, pour la production de plantes d'intérêt industriel. Et donc, on s'est basé sur des plantes modèles. Mais bon, tout ce qui est aspect juridique, tout ça, je vous avoue que je ne suis pas forcément au fait de tout ça. Mais en tout cas, nous, ces espèces-là, on les a choisies juste pour que ce soit des espèces modèles, pour montrer que c'était possible, évaluer l'intérêt de l'outil de production horticole pour la production d'espèces d'intérêt industriel. Après, les espèces qui seront cultivées, les espèces d'intérêt, il faudra que ce soit fait en accord avec le protocole de Nagoya. Mais nous, en tout cas, juste les espèces qu'on a choisies, c'était vraiment c'était oui, juste des modèles, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est quoi ces deux espèces d'ailleurs? Vous pouvez les citer?
Ah oui, d'accord. Mais c'était peut-être aussi des hybrides ou des variétés obtenues qui ont été protégées, non? Ou c'est l'espèce... Est-ce que vous pouvez utiliser le micro à des fins d'enregistrement, s'il vous plaît? Merci. C'est qu'en fait, pour vous, vous avez fait des activités de recherche. Donc, le protocole de Nagoya, c'est justement, ça couvre les activités de recherche. Voilà, c'était un peu le sens de ma question. Je sais que c'est un sujet qui est très complexe, qui n'est pas forcément connu ou vraiment intégré dans la démarche intellectuelle d'activités de recherche, recherche publique, recherche appliquée. Mais c'est ce que tout de suite saute aux yeux lors de votre présentation. Vous citez en plus le protocole de Nagoya. Je pense que c'est un sujet sur lequel, juridiquement, il faut apporter des certitudes, même pour vous, en menant vos propres activités de recherche. Mais je pense que ce que disait Olivier, en fait, finalement, nous, le choix de l'espèce au démarrage nous sert vraiment de modèle, juste de modèle, dans le sens où il me semble que la difficulté aujourd'hui pour des industriels, c'est peut-être de s'approvisionner dans certains pays. En tout cas, bon, c'est ce qui me semblait qu'on nous avait présenté. Et il y a des difficultés même en termes de suivi, de qualité, d'approvisionnement, justement de loi. Donc nous, l'idée, c'était avec ce projet-là, de proposer à ces industriels que l'outil sert proche. Il pouvait, d'un point de vue local, servir des industriels, d'autant plus que ce soit Seine-Manche et CDHR Centre, on est quand même dans une proximité géographique où on a quasiment on est sur le territoire de la Cosmétique Valley, avec toutes les entreprises potentielles. Donc c'est ce qui nous semblait intéressant de pouvoir leur proposer des producteurs proches avec un outil qui pouvaient justement répondre à certains de leurs besoins en fourniture de plantes. En fait. Surtout qu'il me semble pouvoir travailler dans un conservatoire botanique, celui de Gap-Charence, qui est quand même une des deux espèces qui est probablement bien naturalisée chez nous. Donc je ne suis pas certain que la zone dont elle est originaire, il y a bien longtemps de ça, je ne connais pas le protocole de Nagoya, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais quand même, ça soulève des questions, quoi. C'est clair que... Je pense justement que c'est important d'être clair par rapport au protocole de Nagoya et qu'il y a un changement de paradigme qui commence par la recherche. Et je comprends tout à fait votre démarche et elle est extrêmement intéressante. Mais aujourd'hui, le champ d'application du protocole de Nagoya, c'est pour des activités de recherche. Donc c'est même vous, en tant que centre de recherche, par rapport à l'origine des espèces sur lesquelles vous effectuez vos recherches, même si ensuite vous n'allez pas utiliser ces modèles concrètement pour vendre le travail à un industriel, c'est même pour vous, dans votre travail, vous avez des obligations vis-à-vis du protocole de Nagoya. En tout cas, vous devez avoir cette certitude juridique que vous avez tenu compte de vos obligations vis-à-vis du protocole de Nagoya. Nous, en tout cas, pour Seine-Manche, vu que c'est un sourcing horticole, ce ne sont que des espèces des catalogues de fournisseurs horticoles. Hein. On n'a pas été chercher les graines bien loin. Donc, oui, non, mais bien sûr. Très bien, merci. On va prendre une autre question, si quelqu'un a d'autres remarques. Oui. Ça vous laisse sans voix. Ah si, pardon, allez-y. Denis Belno, ITEPMAI, donc l'Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum médicinales aromatiques, autrement dit des plantes à métabolites secondaires d'intérêt industriel. Alors votre dernière diapo, c'est une très bonne nouvelle puisqu'on peut cultiver des plantes industrielles en France. On en a 45 000 hectares, pas sous serre, mais on a quand même 45 000 hectares. Et ça aurait été bien qu'on puisse vous aider sur la biblio, sur le choix des espèces, etc. Parce que c'est un peu une connaissance qu'on a sur cette filière. Et une dernière remarque, là, quand vous parlez de l'intérêt économique, c'est sûr que s'il n'y a pas d'intérêt économique, c'est pas la peine d'y aller. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de barrières réglementaires. Je ne parle pas de Nagoya. Mais qui sont, par exemple, vous avez cité des plantes en disant c'est intéressant d'un point de vue pharma, alors vous avez dit pharmacopée, bon, passons, faire rentrer une molécule, une de ses sources, dans le circuit pharmaceutique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et par exemple, avec votre pavot, remplacer le pavot somnifère, dont il y a 15 000 hectares de production en France pour la morphine et la codéine, ça ne va pas se faire simplement, parce que les médicaments qui existent pour accompagner les gens en fin de vie, etc., qui utilisent des dérivés de la morphine, les AMM qui existent, on ne va pas les changer en claquant des doigts. Donc j'ai bien compris. C'est pas l'objectif de remplacer du tout.
c'était effectivement des modèles que vous vouliez utiliser, mais je pense que ça fait partie des critères qu'il faut prendre en compte dans votre démarche, hein, parce qu'on a plein de demandes de gens qui veulent faire de la production hors sol, qui soit d'origine horticole ou pas, pour produire des métabolites secondaires, mais il y a le débouché. Le débouché, c'est pas que économique, c'est réglementairement parlant, qu'est-ce qu'on peut faire? En cosmétique, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a juste des listes négatives de plantes ou de produits qu'on ne peut pas utiliser. Alors que quand on est dans l'alimentaire ou dans le pharmaceutique, on a des listes positives. Et tout ce qui n'est pas dessus, on ne peut pas l'utiliser. Et même si on peut utiliser une plante comme source de telle molécule, il faut encore s'assurer d'un débouché. Et un industriel qui a un médicament à base de plantes, il est, dans son dossier d'AMM, il doit déclarer ses fournisseurs. Et donc, il ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain sa fourniture. Donc voilà, ce que vous faites, c'est super intéressant. Mais il y a cet aspect-là qui est très important à prendre en compte. L'Artemisia annua, je n'imagine pas bien d'un point de vue économique que vous puissiez concurrencer la production chinoise ou sud-africaine, où c'est en milliers d'hectares que c'est mis en culture, quoi. Voilà. Donc c'est faisable, ça c'est une belle démonstration. Voilà. Après, d'un point de vue économique, merci moi, beaucoup. Je ne me mettrai pas sur des plantes à usage pharmaceutique, quoi. Cosmétique tant que vous voulez, parce que c'est des tout petits marchés avec des toutes petites quantités et beaucoup de valeur ajoutée à chaque fois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une entreprise qui s'appelle PAT. Alors maintenant, ça veut dire Plant Advanced Technology, qui est sur Nancy et qui se spécialise. Alors, ils disent que pas vraiment de l'hydroponique, mais en gros, ils cultivent des plantes et ils vont, par des bains successifs, extraire à partir des racines des molécules qui les intéressent. Alors, c'est très secret tout ce qu'ils font, donc on ne sait pas combien ils ont de marché, mais a priori, c'est des gens soit de la cosmétique, soit de la pharmacie, donc des endroits où il y a vraiment des marges énormes, quoi. Et donc, il faut vraiment que ça rapporte énormément pour que ça ait un intérêt de faire ce genre de production, quoi. Merci Denis. Est-ce que vous voulez répondre avant qu'on passe justement Oui. Une petite réponse, effectivement, à nouveau, hein, que ce soit dans nos deux démarches, ça reste des démarches avec des modèles. C'est des modèles qui nous servent à avoir une preuve de concept. Effectivement, c'est des travaux qu'on a commencés 2014 et 2015, je crois. 2012 pour vous. Et effectivement, on a évolué aussi par rapport à nos contacts qu'on a rencontrés des industriels, etc. C'est sûr qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre avancée que la partie, avec les industries pharmaceutiques, ça va pas forcément être les plus simples, c'est sûr. On s'en est rendu compte. On s'est rendu compte que tous ces industriels-là, il y a également beaucoup de difficultés pour les approcher, pour avoir un peu plus de détails. Systématiquement, on passe par la confidentialité, ce qui paraît logique, c'est sûr. Donc c'est un autre monde. Mais malgré tout, dans nos deux cas, on sent aussi qu'on peut attirer des industriels, puisqu'on a eu des propositions avec des... Voilà, donc on pense que... Et nous, l'objectif principal de base, comme le disait tout à l'heure Olivier, c'est de valoriser l'outil CER, quoi. Donc, voilà, on a eu des propositions de contrats de recherche privés avec des industriels intéressés par cette chose-là. Donc peut-être pas, effectivement, plus on avance, peut-être pas vers la pharmacie, mais sur d'autres filières, pourquoi pas. En l'occurrence, en tout cas, je pense qu'on a quelques bonnes pistes, donc à voir. Merci.